Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal en version française. À la une de l'actualité, Mbouch n'est pas un district oublié, notamment en matière d'infrastructure. Ce district a même reçu des avantages particuliers, ne serait-ce qu'en matière de transport par exemple. En effet, le premier gare Manara-Penchi a été inauguré par le président de la République et le ministre des Transports ce jour. Cela améliorera les lignes et soulagera les transporteurs et les passagers. Détail avec Judica Ranjanirin et Andra Tandjebe. L'existence de cette infrastructure améliore le transport à Mbouch. Les coopératives, les chauffeurs et les passagers sont soulagés et se sentent à l'aise. La gabégie n'existe plus. C'est désormais un endroit propre, spacieux et paisible où les voitures et les passagers se sentent en sécurité. Adieu la saleté, la boue, l'humidité après la pluie et la peur des pickpockets. C'est le développement promis dans les engagements du président de la République Andra Joelem envers la population malagasy. On peut voir directement l'impact sur les habitants. 600 familles vivent de cette nouvelle station. Il est très spacieux car il s'étale sur 74 ares de terrain. Il peut accueillir 75 véhicules transportant des marchandises. Il y a 23 stationnements pour les coopératives. Ceux qui opèrent ici possèdent une carte professionnelle émanant du ministère des Transports afin d'éviter les racoleurs. Cette gare reflète les réformes que nous voulons mettre en place, soutient le ministre de tutelle. D'ici, on peut partir à Tamatave, voire même à Sambave. Dans les actualités également, il existe deux façons de demander un permis minier, soit auprès du bureau des cadastres miniers et ou en répondant à un appel d'offres dans le lieu déterminé par le gouvernement pour être exploité. Par ailleurs, l'extraction des substances minérales stratégiques a également été intégrée dans le projet de code minier, si ce n'était pas le cas auparavant. Détails sur les images de Yves Janel. Madagascar est riche en ressources minérales. Le pays dispose également des matériaux nécessaires à la transition énergétique, notamment le nickel, le graphite, etc. Cependant, jusqu'à présent, il n'existait aucun moyen de contrôler leur extraction. Cela est désormais inclus dans le projet de loi sur le code minier, explique le ministre des Mines et des Ressources stratégiques Rakoutumalala et Angène Olivier. Toutefois, toute exploitation nécessite un permis qui, rappelons-le, existe en trois sortes, le PREA pour les petits artisans, le PR ou permis de recherche et le PE ou permis d'exploitation. Dans ce contexte, il existe deux façons de faire la demande, soit auprès du bureau de cadastre minier, soit en répondant à un appel d'offres dans le lieu déterminé par le gouvernement pour être exploité. Afin de gérer les ruées vers une carrière, des autorisations ont également été mises en place afin d'obtenir une ristourne. S'il s'agit d'une zone non attribuée ou non incluse dans une aire protégée, les petits mineurs regroupés dans la zone d'encadrement peuvent y exploiter. Si c'est dans une zone appartenant à quelqu'un et que le propriétaire est d'accord, on a mis en place le couloir d'exploitation artisanale. Tourisme à présent, le nombre de touristes visitant Madagascar est de nouveau en hausse. La campagne menée par le ministère de tutelle et l'ONTM, ou Office national du tourisme, a porté ses fruits. L'événement ITM, ou Salon international de Madagascar, aura lieu en juin pour promouvoir davantage le secteur. Fin de scène à Mireille sur les images de Yves Janel. Selon les statistiques, au premier trimestre, le nombre de touristes venus visiter Madagascar est le même qu'en 2019. Le tourisme reprend grâce aux efforts de sensibilisation déployés par le ministère du Tourisme et l'Office national du tourisme, souligne Jonas Ramampiun, PCA de l'ONTM. On s'attend à ce que le nombre de touristes continue d'augmenter d'ici la fin de l'année, précise le ministre Joël Ranjamajantu. Le Salon international du tourisme aura lieu du 15 au 18 juin au CCI Vatu. Actuellement, 70% des stands sont attribués et l'inscription est encore ouverte aux entrepreneurs souhaitant promouvoir le tourisme. Dans les actualités sociales, la maison communautaire d'Ambujachim était pleine de monde aujourd'hui. Ils sont venus dans l'espoir de trouver un emploi par la suite.
En effet, il y avait une formation sur ce qu'il fallait faire lors de la recherche d'emploi et pour passer un entretien d'embauche suivi d'un recrutement rapide. Cette initiative est le fruit de la collaboration entre les maires d'Amboudjachim et d'Anoussial, le représentant de l'IRD élu dans le district d'Amboudjachim et une agence de recrutement. Détails sur les images de Yves Janel. Trouver un emploi est toujours difficile, surtout dans les municipalités d'Amboudjachim et d'Anoussial, dont la majorité de la population sont des agriculteurs. Confrontés aux effets du changement climatique, ces derniers doivent chercher d'autres moyens de subsistance. Il y a aussi ceux qui n'ont jamais trouvé d'emploi parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Parmi les priorités du député IRD élu dans le district d'Amboudjachim, Johnny Rakoutoarsou, figure l'appui à ceux qui en ont besoin à travers la distribution d'aides et la recherche de moyens de subsistance. Toutefois, la recherche d'emploi exige du sérieux, souligne Stéphanie Fenzanen, PDG d'une agence de recrutement. Il y a plusieurs procédures à connaître, c'est pourquoi il y a eu une session de formation aujourd'hui octroyée aux habitants d'Amboudjachim et d'Anoussial. Les demandeurs d'emploi ont été informés de la manière de rédiger un CV et de la conduite à tenir lors d'un entretien. La formation a été suivie d'un recrutement rapide pour des postes allant des agents de surface au cadre. Après Amboudjachim et Ivatu, l'agence continuera à travailler avec les municipalités de tout le district d'Amboudjachim. Fait divers, une mère de famille résidant à Andakan, district de Vunjuz, se plaint que les personnes qui ont tué son mari début mars se vengent sur elle et ses enfants. Selon la décision de la collectivité et du maire, la vigilance sera renforcée. Néanmoins, la famille demande une action immédiate. Mirvoula Tsfiran. Début mars 2023, un père de famille a été tué dans le Fuktan Taramanjus, commune d'Andakan, district de Vunjuz. Selon le récit des habitants, le père de famille a été tué par vengeance. Il a même pu raconter ce qui lui est arrivé 2 heures avant sa mort, d'après un membre de sa famille. L'histoire ne s'arrête pas là. Actuellement, sa veuve et ses enfants ne sont plus tranquilles et sont menacés par les auteurs du crime. Après une plainte déposée par cette famille auprès des autorités, le maire et la communauté locale ont pris la décision de renforcer leur sécurité. Le DIN a également été intensifié. Les autorités locales demandent que des mesures urgentes soient prises afin d'éviter que quelqu'un d'autre soit tué. Culturel à présent, le casting de la 7e édition de la compétition pour le concours de chant La Voix d'Or, organisé par Viva, a débuté ce jour pour Antirabé. Le nombre de participants a augmenté, de même que le niveau des candidats. Les qualifiés passeront en phase finale demain pour les 2 catégories, la catégorie des 8 à 13 ans et la catégorie des 13 ans et plus. Détail avec Jamson Ranjanarman, Anna de Viva, Antirabé. Les participants pour la 7e édition du concours de chant La Voix d'Or, organisé par Viva Madagascar, ont fait la queue devant la Maison de la Culture, Antirabé. Le concours se divise en 2 catégories, la catégorie des 8 à 13 ans et celle de 13 ans et plus. Des parents ont accompagné et soutenu leurs enfants. Le stress a été aperçu sur les visages. Le nombre de participants a augmenté par rapport à l'année dernière, car tous les enfants veulent réaliser leur rêve de devenir professionnels de la musique. Le niveau des concurrents a augmenté. Les organisateurs en sont convaincus. Demain, les finalistes affronteront à nouveau les juges pour la phase finale. Les qualifiés représenteront Antirabé. Voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. Aboutissement d'une sortie de l'énergie atomique engagée depuis 2002, les 3 derniers réacteurs nucléaires en activité en Allemagne vont être définitivement déconnectés du réseau électrique ce jour. France 24. Il est clair que l'Allemagne mise sur le développement des énergies renouvelables. L'année dernière, c'était près de la moitié de la production électrique allemande. L'objectif, c'est d'atteindre 80% de la production d'ici 2030, un objectif ambitieux qui implique un développement très important des parcs éoliens et puis du photovoltaïque, alors que la mise en place des infrastructures dure trop longtemps. Différentes lois veulent accélérer le processus. Le nucléaire, c'était encore l'année dernière
dernière 6% de la production électrique allemande, donc c'était relativement peu de choses. Mais ceci dit, je l'évoquais tout à l'heure, l'année dernière, on a dû, en raison de la fin des livraisons de gaz russe, recourir de façon plus importante au charbon, et c'est le grand enjeu, réduire aussi vite que possible la production de charbon qui produit beaucoup de CO2. C'était un tiers de la production électrique en Allemagne l'an dernier, ce qui est beaucoup critiqué à l'étranger, à commencer par la France, qui a une politique énergétique radicalement différente. Dans l'ouest de l'Allemagne, on veut sortir du charbon si la promesse est tenue plus tôt que ce qui était prévu, c'est-à-dire en 2030 plutôt que 2038. Et le recours au gaz est aussi quelque chose qui est important. Et l'hydrogène, c'est aussi quelque chose que l'Allemagne veut développer de façon importante. J'étais hier avant-hier sur le site d'une des 3 centrales où la ville, depuis une dizaine d'années, a organisé une transition énergétique pour, à l'avenir, développer l'hydrogène vert avec plusieurs milliards d'investissements prévus dans la ville de Lingen où l'un des 3 réacteurs s'arrête ce soir. Et puis, le président Emmanuel Macron a promulgué la loi sur la réforme des retraites dans le report de l'âge légal de départ à 64 ans, selon le journal officiel de samedi, après la validation du texte par le Conseil constitutionnel. Entendant continuer le combat, syndicats et opposants politiques avaient appelé le chef de l'État à renoncer à la promulgation de cette réforme. France 24. À peine validée en grande partie par le Conseil constitutionnel, la réforme des retraites a été promulguée par le président de la République quelques heures plus tard. Elle figure au journal officiel de ce samedi. Pour la Première ministre, c'est la fin du processus démocratique du texte. L'opposition, elle, ne cache pas sa déception. Elle espérait une invalidation de la réforme par les sages du Conseil, mais ils n'ont rejeté que l'index et le CDI senior, jugés hors cadre dans une loi budgétaire. La France insoumise accuse le coup, mais ne signe pas la fin du mouvement. Que la loi soit jugée constitutionnelle ne fait pas que notre opposition faiblit contre cette réforme des retraites à 64 ans. Cela ne change rien sur le fait que nous pensons toujours, et nous continuerons de penser, et de redire que cette loi est injuste et inutile. Le Conseil constitutionnel a aussi rejeté le projet de référendum d'initiative partagée présenté par l'opposition, mais la gauche en a déposé un deuxième. À l'autre bout de l'échiquier politique, Marine Le Pen affirme que le peuple aura toujours le dernier mot en faisant référence aux prochaines élections. Mais le Rassemblement national n'appelle pas à la mobilisation. C'est une décision de forme, c'est une décision juridique qui confirme aujourd'hui le fossé qui s'est creusé entre nos dirigeants, nos responsables politiques et le peuple français qui reste très majoritairement opposé à cette réforme des retraites. De leur côté, les syndicats ne s'avouent pas vaincus et appellent à de nouvelles manifestations le 1er mai. Ils veulent une mobilisation massive. L'intersyndicale appelle à un 1er mai historique. C'est la première fois que l'ensemble des organisations syndicales appellent les salariés à manifester le 1er mai. Ça sera donc un raz-de-marée populaire, massif, inédit, exceptionnel. On appelle l'ensemble des salariés à noter d'ores et déjà cette date dans leurs agendas. Les syndicats espèrent un regain de mobilisation dans la rue le 1er mai, après la baisse du nombre de manifestants constatés ces dernières semaines. Et pour terminer, des combats ont éclaté à Khartoum alors que les tensions entre les forces paramilitaires de soutien rapide du général Mohamed Hamdé Daglo, grand rival du chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan qui dirige de facto le Soudan, sont au plus haut. Le groupe paramilitaire affirme tenir le palais présidentiel et l'aéroport de la capitale. France 24. C'est extrêmement difficile de pouvoir confirmer toutes les informations sur ce qu'il se passe sur le terrain, puisque aussi bien les forces de soutien rapide que l'armée publient des communiqués qui disent tout et son contraire. Ce que l'on sait exactement, c'est que les combats ont commencé ce matin dans plusieurs grandes villes du Soudan, Khartoum, la capitale, mais aussi Port-Soudan ou encore la ville de Méroé au nord de Khartoum. Que se passe-t-il en ce moment à Khartoum ? Eh bien, je peux vous confirmer l'information vis-à-vis du contrôle de l'aéroport par les forces de soutien rapide. Il n'y a plus de vols qui atterrissent ou qui partent de Khartoum à l'heure actuelle. En revanche, vis-à-vis du palais présidentiel, pour l'instant, il faut être un peu plus nuancé. Les forces de soutien rapide communiquent cela. Nous n'avons pas encore de communication, de confirmation autre. Il y a des tanks qui sont à proximité du palais présidentiel, des tanks qui appartiennent à l'armée, des véhicules blindés. Il y a des mitrailleuses lourdes. On entend
apparemment, selon les vidéos que m'envoient mes contacts sur place, eh bien, des armes lourdes ouvrirent le feu, on entend des explosions. Les combats continuent aux alentours du palais présidentiel. Et puis il y a aussi la station nationale de télévision qui est apparemment encerclée par les forces de soutien rapide qui tenteraient de prendre le contrôle. On l'avait vu en 2021 lors du coup d'État effectué par les militaires, ça avait été l'un des points les plus importants pour eux pour pouvoir effectuer tous leurs communiqués. Alors peut-être que les forces de soutien rapide tentent d'en faire de même. Que va-t-il se passer au cours de la journée? Impossible de le dire pour l'instant. En revanche, on peut vous dire qu'il y a déjà des victimes civiles, des blessés. Pour l'instant, on ne peut pas parler de morts selon les médecins avec lesquels je me suis entretenu. Mais voilà, des civils ont bel et bien été touchés au tout début des combats. Et puis, petit à petit, ils ont quitté les rues, ils se sont réfugiés chez eux, dans leurs maisons, dans leurs appartements, car les combats sont extrêmement intenses et impossible pour eux de sortir dans la rue. Et voilà pour cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après un nouveauté, le film Opération Fortune avec Jason Statham. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.